Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur à EM Lyon Business School, auteur sur le blog philippsilberzan.com. Il faut vous lire tous les lundis. Voilà, je le dis à chaque fois que je vous reçois. Merci. J'adore vos papiers. Le marché comme une institution vivante, pourquoi il faut réhabiliter Adam Smith? Quand j'ai vu sortir ce papier, je me suis dit, ça y est, il va encore se faire plein d'amis, Philippe Silberzan. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Et donc, il faut réhabiliter Adam Smith. C'est ce que vous nous dites. Oui, alors Adam Smith, c'est l'épouvantail du capitalisme. Alors d'abord, on fait commencer la pensée capitaliste avec Adam Smith, ce qui est faux. Il vient à la suite de nombreux auteurs en économie, donc ça, il faut le noter aussi. Mais effectivement, avec sa main invisible, avec quand il explique que c'est pas le boucher ne nous sert pas par sympathie, mais par bonté d'âme, mais pour son intérêt personnel. Voilà. On a cette image que j'ai d'ailleurs moi-même eu pendant très longtemps de voilà le capitalisme froid, dénué de tout sentiment, très mécanique. Et puis quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce que dit Adam Smith et que l'interprétation qu'on en a eue ne correspond pas du tout alors, ni à son propos en l'occurrence, ni à son œuvre de façon générale. Chez Adam Smith, alors il y a évidemment la question de l'articulation entre l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Mais il y a cette idée, chère à Montesquieu aussi, les 7 vertus du commerce. Je les cite: prudence, tempérance, justice, espoir, amour, courage et foi. Oui, alors on n'a pas l'habitude d'entendre ça quand on parle de commerce, parce qu'on a une vision du monde du commerce et de l'industrie comme étant... Alors, pour simplifier dans les auteurs d'éthique, on parle de prudence, c'est-à-dire de calcul, en gros. Et ça dénature la pensée de Smith. Alors, aujourd'hui, c'est traduit par la pensée économique contemporaine, Samuelson, tous les économistes classiques, qui en gros présentent l'acteur économique comme une machine à calculer. Alors Jeremy Bentham, soit c'est bon, soit c'est pas bon, et qui présente l'acteur économique comme, encore une fois, dénué de tout sentiment et d'être une machine à calculer pure. Donc ça, on va appeler ça prudence. Et en fait, Smith, d'abord, ne commence pas sa carrière en écrivant La richesse des nations. Il écrit d'abord La théorie des sentiments moraux. Donc c'est avant tout un moraliste. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à, en gros, ce qui gouverne les sociétés humaines, les relations que l'on noue, etc. Et donc, effectivement, ce qu'il explique, notamment quand il prend l'exemple du boucher qui nous sert, il dit le boucher ne nous sert pas par bonté d'âme, et c'est une bonne chose. Il nous sert parce qu'il y a un intérêt. Et il ajoute, l'intérêt du boucher ne peut pas exister s'il ne prend pas en compte l'autre. Alors déjà, c'est intéressant, sans jeu de mots. Et donc, effectivement, si son action ne s'inscrit pas dans un ensemble de vertus, donc la prudence, puisque le boucher espère qu'on reviendra demain, donc ça, c'est un petit peu, effectivement, le calcul. Mais il y a aussi la tempérance, c'est-à-dire qu'il doit essayer, évidemment, de nous vendre le plus cher possible, mais pas trop, sinon nous ne reviendrons pas. On va se dire qu'il vend trop cher, etc. Donc, justice et tempérance. Le courage, il faut qu'il se lève tous les matins, qu'il ait un travail difficile aussi. Mais ce que dit Adam Smith aussi, c'est que son activité est gouvernée aussi par quelque chose de transcendant, donc, c'est-à-dire qu'il ne se résume pas à un calcul pur. Alors on va nommer ça amour du travail, fierté, qui est aussi très décrit dans tout le domaine des auteurs du travail. C'est les gens font ce qu'ils font et font leur métier, pas uniquement parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Ils le font pour beaucoup d'autres raisons, y compris les commerçants, et c'est ce que traduit Adam Smith. Donc on a une activité qui baigne dans un ensemble de vertus, effectivement, qui font qu'on peut faire société. Et cette idée très forte, le marché finalement c'est une institution vivante. Oui. Ce marché si décrié. Voilà, alors le marché, là encore, quand on lit, si tant est qu'on ait besoin encore de le faire, les auteurs néoclassiques, le marché c'est quoi? Quand je pose la question, la rencontre de l'offre et de la demande. Donc il y a une offre qui se balade, puis une demande qui se balade, et puis les deux se rencontrent, et puis ça établit un prix. Ça, c'est une vision qui est tellement pauvre et tellement éloignée de la réalité qu'elle en est consternante, et pourtant c'est la base
Moi, j'ai étudié l'économie à l'université, c'est ce qu'on m'a expliqué du marché. Ça ne correspond absolument pas du tout à la réalité. Alors, évidemment, c'est un lieu où se rencontre l'offre et la demande, mais comment cette offre se crée-t-elle? Comment cette demande se crée-t-elle? Pourquoi elle se rencontre à tel endroit, etc., etc. Donc, le marché, effectivement, c'est une institution, et une institution, c'est quoi? C'est des humains qui viennent ensemble avec des règles, des pratiques. Je fais beaucoup travailler mes étudiants sur une photo toute simple d'un petit marché de province du vendredi matin. Et on peut les faire parler pendant 1 heure de la sophistication, même quand il y a un étal avec 3 carottes, c'est un objet social extrêmement complexe, dans lequel on a des habitudes, une forme d'éducation, des règles, des règlements, des lois, etc., des pratiques. Et c'est ce que décrit Adam Smith, c'est ce tissu de liens sociaux qui fait que c'est une institution vivante, effectivement. Je crois qu'il y avait un décret d'un roi du Moyen-Âge qui interdisait à ces sujets d'aller au marché parce qu'ils y prenaient plaisir. Revenir au plus concret, au plus réel, voilà, le marché du vendredi matin, et relire les auteurs les plus fondamentaux, absolument. Adam Smith, plutôt que d'importer les préjugés. Merci Philippe Silverzan. Merci Jean-Philippe.